Exit. Un jeu donc de Jean-Baptiste Lulien, édité chez Eldercraft. Donc c'est un livre-jeu qui peut se jouer en solo. Je suis sur Let's Roll pour faire les lancers de dés et les enregistrements. Donc c'est un jeu qui peut se jouer en solo, à plusieurs, et aussi en version jeu de rôle, mais avec quelques adaptations. Et il faut d'abord y avoir joué et connaître un peu toutes les possibilités pour le transformer en vrai jeu de rôle. C'est tiré du jeu développé par les studios Miklo et développé par Figro Team en 2014 qui s'appelle Out There. Il y a d'ailleurs une nouvelle version de ce jeu qui est sortie récemment. Ah, la musique est trop forte. Voilà, on baisse la musique. Parce que moi je l'ai pas très forte. Donc, je vous en prie, maître Dars. Tout est ultimement vain, disait Fibre Tigre. Très belle phrase de Fibre Tigre, qu'on salue d'ailleurs au passage. Alors, donc c'est un RPG Book, un livre-jeu comme je vous avais dit. 3 façons de jeu, donc ce que je vous avais dit en solitaire, ceci est un livre-jeu. Si vous voulez jouer seul, c'est la méthode qui vous est destinée. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On peut jouer en groupe, où chacun va jouer un personnage et en fait, on se file le bouquin au fur et à mesure. Et il y en a un qui va lire ce qui se passe. Et à partir d'un certain moment, s'il y en a un qui loupe un jet, c'est lui qui va se mettre à lire. Et du coup, on va se passer le bouquin au fur et à mesure. Donc c'est assez sympa aussi de jouer en groupe comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut commencer la partie. Vraiment, vous avez le bouquin, vous avez des potes. Vous commencez la partie, aucune préparation à avoir. Vous distribuez juste les feuilles de personnages, les dés, et let's go, on joue. Ça, c'est assez sympa. Et voilà. Et après, effectivement, ce que je vous disais, au jeu de rôle, mais il faut d'abord l'avoir lu, il faut d'abord y avoir joué, et il faut un certain temps de lecture et de préparation. Donc voilà, on a des cartes de la galaxie, on a les glossières, les crayons, tout ça, les personnages. Les caractéristiques, qui sont représentées ici par des dés. Donc en fait, on lance un D8 sur une caractéristique faible, on lance un D10 sur une caractéristique moyenne, et un D12 quand c'est une caractéristique forte. Je vous montre sur la feuille de personnage comment j'ai fait ça. Par exemple, en esprit, j'ai un D8, en intelligence, j'ai un D8, et en corps, j'ai un D12. 3 stats assez faciles finalement. Et le reste, tout simplement des compétences qui, elles, vont avoir des bonus, vont utiliser des dés de base, par exemple la pesanteur. Le petit icône du point va lancer le dé de corps, mais avec un bonus, parce que j'ai plus 3 encore. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Et donc la feuille de personnage que j'ai faite sous Let's Roll est entièrement accessible sous Let's Roll, donc vous pouvez y jouer de votre côté. Voilà pour les caractéristiques. Le corps représente les traits physiques du personnage, tels que son agilité, sa constitution ou encore sa force. Voilà, l'esprit représente la source mentale du personnage, évidemment, il définit son charisme, sa capacité de concentration ou encore sa discipline. Ok ? Intelligence représente les facultés intellectuelles du personnage, telles que son analyse, sa réflexion ou encore l'ensemble des savoirs accumulés. Ok, donc en fait après la plupart du temps, ils vont nous demander de lancer des résultats, enfin de lancer des jets de dés. Le livre va nous dire faites un jet comme ça ou faites un jet comme ça, à vous de choisir. Voilà, on va avoir de l'inventaire aussi. Bon, les points de vie, ça va. Hein. Les points de vie, a priori, nous, on a tout. Il me semble sur la feuille de base, si je dis pas de bêtises, je l'ai regardé là. Je crois que j'ai tous les PV, il faut que je les compte. Mais... il y a plusieurs personnages jouables, déjà faits, bien évidemment. Et là, on a pas mal de PV, nous. Donc, on les a tous, c'est plutôt cool. C'est bien parce qu'on en perd beaucoup. Et l'inventaire, on va avoir des petites choses qui vont nous servir plus ou moins. Par exemple, une lampe torche qui peut nous donner plus 1 en perception. Test de compétences. Régulièrement au cours de l'aventure, on sera confronté. Faites un test de perception très facile. Pour effectuer ce test, lancez un dé, indique. Intelligence, blabla. En gros, le très facile, c'est pour certains groupes ou pour d'autres caractéristiques. Mais là, ils nous disent
Si on doit faire plus ou moins, votre fiche indique que vous avez fait 2 en perception, additionnez-le à votre résultat, blablabla. Il nous explique comment lancer les dés. Nous, on connaît. Comparez votre résultat à la difficulté indiquée. Donc là, par exemple, pour un joueur, du coup, on doit avoir un résultat de 2. Ou pour 4 joueurs, on doit faire un résultat de 8. C'est-à-dire, quand vous jouez à plusieurs, tout le monde va lancer son dé. Et en fait, on additionne les dés de tous les joueurs et on doit battre la difficulté qui est imposée par le nombre de joueurs. Ce qui est assez sympa, du coup, parce qu'on n'est pas... C'est pas que celui qui lance les dés, mais c'est tout le groupe qui va lancer les dés. Et ça, c'est assez marrant. Du coup, s'il y en a un qui foire, tout le monde peut se mettre à l'insulter, c'est assez fun. Voire rompre une amitié. Si vraiment, voilà. Test de combat, vous devez combattre, vous lancez votre dé de corps, et on y ajoute plein de bonus. Est-ce que ça vous fait gagner de l'XP? Non. Vous comparez votre résultat à la difficulté indiquée dans le récit classique. Tests dangereux, c'est des tests difficiles. Mourir quand vous avez perdu tous vos points de vie, c'est-à-dire que vous avez couché toutes les cases de votre fiche, votre personnage est mort. Il ne vous reste plus qu'à recommencer l'aventure en espérant cette fois survivre à vos blessures. Voilà. Donc on va mourir très certainement. Ça, c'est les règles du jeu en groupe. L'aventure. Nous ne saurions que trop vous conseiller de suivre les indications de ce livre afin de vivre pleinement l'expérience qu'il vous propose. Ne cherchez pas à tricher sous peine de vous gâcher le plaisir de la découverte. Les dieux cubes vous observent. Vous êtes prêts à commencer votre aventure. Rendez-vous au premier chapitre de l'ouvrage. On va y aller. Chapitre 1. Chapitre 1. Alors, nous, attendez, avant qu'on lise le chapitre 1, je vais vous parler quand même de notre personnage. Hop. Allez, tourne à gauche. Alors, nous, on joue le colonel Sloan. On est un vétéran des troupes spéciales d'infanterie. Bien évidemment, on est plutôt fort, on aime la bagarre. On est rigoureuse, ambitieuse et cartésienne. Militaire depuis toujours et membre des troupes spéciales d'infanterie. Vous aspirez à laisser votre marque dans l'histoire. Votre mission consiste à veiller à la sécurité de tous, mais vous ne voyez dans cette expédition qu'un véritable gâchis de moyens. Au moins, vous allez en profiter pour étudier le combat en apesanteur afin de créer les futures troupes spatiales d'América. Est-ce que on a un petit synopsis? Je sais pas s'il y a juste un petit synopsis pour que vous fassiez une idée de quoi parle le jeu, mais je ne crois pas. Du coup, on va commencer tout de suite. Nous offre une introduction du monde de l'humanité. Ok, bon. On va commencer, pas de blabla, on saute dans le truc. Que se passe-t-il? Chapitre 1. Vous êtes à bord du Rédemption, qui accélère à pleine puissance. Blue s'éloigne, et avec elle la Lune, qui a été votre patrie, votre monde depuis votre naissance. Vous abandonnez peut-être pour toujours la paisible et pieuse America pour une nouvelle aventure telle que l'homme n'en a plus connue depuis des temps héroïques de colonisation. Le hangar du vaisseau... Alors, peut-être qu'on va aller voir les annexes, justement, pour le... Ok, on s'en va. On s'envoie... Joli vaisseau. Incroyable. Voir les annexes 2 à 5. Donc ça, j'imagine que c'est l'intérieur du vaisseau. Les couloirs du Rédemption, le pont du Rédemption, et annexe 3, le Rédemption. Donc un beau vaisseau, le Rédemption, qui ressemble pas du tout au vaisseau que j'ai mis en arrière-plan, mais peu importe. Et annexe 2, la colonisation. Très bien, je sais plus à quelle page on était, on va mettre 10. Ok. Les illus sont très cool, ouais. Je les ai mises là d'ailleurs, il me semble, dans annexe. Donc là, on a là, qui sont pas du tout dans l'ordre. Les illus sont cool, elles sont dans le bouquin. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Donc là, on voit America, la colonie qu'on est en train de quitter. Ce qui est plutôt cool. Je crois qu'il y avait la 5 aussi. Voilà, les couloirs du Rédemption. Plutôt pas mal. Donc nous, on est dans ce vaisseau, clairement en train de se barrer. Apparemment. Le hangar du vaisseau est encombré d'hommes et de matériel. Malgré tout, les passagers sont parvenus à se regrouper par affinité ou par nécessité.
Soudain, l'accélération s'inverse. Le Rédemption ralentit et l'annonce du capitaine ne surprend personne. La nef de colonisation America est en vue. Il faut se préparer à la jonction avec l'antique vaisseau. Tout le monde se dirige vers la navette qui va servir au transbordement. Ok, let's go. Si vous jouez seul, choisissez votre personnage en prenant l'une des 4 fiches présentes à la fin de l'ouvrage, puis, si vous êtes déjà faite, non, docteur, colonel, donc nous, la colonel Swan, on se rend en 1.14. Let's go. 1.14, 31. Vous devez surveiller de près Japheth, le traître. Oh, qui est un traître. Donc déjà, si on joue en groupe, ça veut dire qu'il y a un traître. Cette tâche nourrit en vous un profond dégoût. Ok, un sentiment d'immense gâchis, d'incompétence. Vous, c'est-à-dire que moi, enfin nous, la colonel Swan, vétéran des forces d'infanterie, vous devez veiller à la sécurité de tous, bah, bien sûr, et vous assurer que le prisonnier atteint son lieu d'exil comme un simple conscrit au sortir de ses classes. Super. Il y avait des façons plus expéditives de régler le gars de Japheth, tu m'étonnes. Vous ne parvenez pas à cacher votre expression d'écœurement pour cette mission. La seule bonne chose dans cette affaire, c'est l'expérience spatiale que vous et vos hommes allez acquérir. Un jour, si America sort de sa coquille et décide d'explorer les abords de son système, elle aura besoin de soldats capables de supporter les missions en apesanteur, qui connaîtront les dangers de l'espace. Il leur faudra des instructions, des manuels, des officiers formés. Vous espérez bien pouvoir tirer assez d'informations et d'expérience pour rendre tout cela possible. Vous soupirez. Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre en espérant que l'organisation de cette inutile mission d'escorte ait été rigoureuse. Le Rédemption, de ce point de vue, est très rassurant. Il est entretenu avec un tel équipement qui vous entoure, il est entretenu avec un tel soin qu'il semble neuf. Peut-être l'est-il d'ailleurs, car une partie des équipements qui vous entourent vous sont inconnus. Peut-être s'agit-il de nouveaux matériels militaires en phase d'homologation. Cela donnerait un motif à ce voyage, le rendant bien moins inutile qu'il n'y paraît. Pas mal, hein. Pas mal. Un vaisseau tout neuf. C'est bon, je dois protéger un vieux gars, mais bon, ça peut servir. Cette pensée vous rassure et vous apaise. Vous retrouvez confiance dans les hautes instances des forces armées, hein, ils m'ont envoyé sur un vaisseau tout neuf, et vous vous octroyez une petite sieste en attendant que le chargement ait été embarqué dans la navette. Le sommeil peut devenir un luxe inaccessible lors de telles missions, mieux vaut en profiter dans ces instants de répit. En gros, je fais une petite sieste, quoi. Je dis oui, gérez vos trucs. Moi, je suis colonel. Colonel Swan. Alors attends, c'est quoi mes caractères? Rigoureuse, ambitieuse, cartésienne. Oh, très bien. Donc on va en 1.28, page 41. La navette s'écarte enfin du Rédemption, la gravité cesse, et presque aussitôt les hoquets et les toux du mal de l'apesanteur éclatent. J'y suis bien évidemment pas sensible et je profite du large panneau vidéo qui offre la même vue que celle du pilote. Au loin se dessine la minuscule sphère rouge de Blue A et la terrifiante noirceur de Blue B. Cette dernière, une étoile à neutrons, n'est visible que par les filaments de matière qu'elle arrache à la naine rouge. Bien plus proche se trouve la sphère grandiose de Blue, celle qui a donné son nom au système. C'est autour d'elle que tourne America, une géante gazeuse bleue entourée d'anneaux innombrables. Puis, la navette écrase des passagers sur leur siège, tourne le dos à leur foyer, au soleil et à la géante gazeuse. Elle s'éloigne en direction d'une masse indistincte, irrégulièrement délimitée par de minuscules lumières, dont la fixité et la répétition dénoncent le caractère artificiel. Il doit s'agir de la nef de colonisation, a priori là où on va du coup. Bientôt le véhicule est secoué en tous sens et s'emplit du fracas des systèmes d'amarrage qui s'agrippent les uns les autres. J'imagine je suis dedans. Je suis dans le vaisseau spatial. Bon, après je suis un militaire, donc je sais pas. Enfin une grande colonelle militaire, donc j'ai pas bien peur. Lorsqu'enfin le calme s'installe, vous entendez un bruit étrange, un petit grincement qui semble provenir des parois. L'organisation des sièges des passagers vous a mis juste à côté de l'écoutille. Le pilote, passant la tête par la cloison de séparation qui isole le poste de pilotage, vous fait signe de l'ouvrir. Je débouche ma ceinture, vous levez et actionnez la commande. Derrière vous, la cohue monte, tandis que les passagers commencent à se lever. Il y a sans doute un protocole à respecter, mais vous n'avez aucune envie de vous retrouver coincé avec 5 ou 6 autres personnes dans un sas minuscule. Alors qu'il s'ouvre devant vous, vous entrez et profitez du fait que personne n'a encore fini de se préparer pour lancer le cycle fermeture-ouverture et traverser tranquillement. Donc en gros là je passe dans un sas, j'ai pas envie d'être avec les autres pecnos du vaisseau. Du coup je ferme derrière moi, normal je suis un colonel, respectez-moi. Du coup je referme derrière moi, je vais en 1.38. Lorsque vous émergez dans l'arche,
Le grincement léger entendu dans la navette est devenu un fracas terrifiant. Ok, l'air est trop léger, trop froid. Vous sentez même comme un courant d'air. À cet instant, une alarme stridente se déclenche et à quelques pas de vous, une énorme cloison mobile commence à s'abaisser. Oh. Une voix métallique proclame « Alarme, dépressurisation ». Vous devez regagner la sécurité et vite. Derrière vous, le sas s'est refermé. Il faudra plusieurs minutes avant qu'il ne s'ouvre à nouveau. Devant vous, la cloison poursuit sa descente. Oh là, donc en gros, il y a une cloison. Alors, à cet instant, l'alarme stridente se déclenche et à quelques pas de vous, une énorme cloison mobile commence à s'abaisser. Donc là, il y a une cloison mobile à quelques pas de moi qui s'abaisse et ça dépressurise. Vous devez regagner la sécurité et vite. Derrière vous, le sas s'est refermé. Il faudra plusieurs minutes avant qu'il ne s'ouvre à nouveau. Devant vous, la cloison poursuit sa descente. Si la commandeur Céleste ou la colonel Swan sont présentes, rendez-vous en 1.41. Ok, je suis là. Vous avez été formé pour ce genre d'urgence et comprenez tout de suite le problème. La zone dans laquelle vous vous trouvez est en train de se vider de son air. La fuite a déclenché la fermeture des cloisons d'isolation. Vous constatez aussi des points de tension bizarres sur les parois. Cela signifie que tout un pan de la coque est en train de se détacher de la nef, arraché par l'inertie de la navette lors de son amarrage. Si vous êtes la colonel Swan, il est temps de mettre en action vos compétences spatiales et de vous rendre au 1.33. Bien sûr, colonel Swan au rapport. 44, 1.33. Il n'y a rien que vous puissiez faire, sinon vous mettre à l'abri pour estimer les dommages. Vous trouvez rapidement le plan d'évacuation indiquant la structure de la zone. La situation est très grave. Un pan de la coque qui doit mesurer 10 fois la taille de la navette et 100 fois son poids est en train de céder. Non seulement il va détruire le petit vaisseau de transbordement, mais il va aussi créer une monstrueuse dépressurisation générale, ce qui provoquera un chaos sans nom. Heureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Bien qu'il soit difficile de prédire quand cela arrivera, vous devez trouver les combinaisons spatiales au plus vite. Okay, je cours. Je cours pour aller... J'ai combinaison. Dans un crissement désagréable, la cloison se referme derrière vous. Vous vous trouvez dans un long couloir tubulaire. Ok. Sur la paroi en face de la coursive dont vous émergez, une main assez sûre a tracé en large lettres de peinture blanche énorme « Welcome ». Ok, donc là je suis arrivé sur la base. Enfin, en tout cas sur le truc de transbordement, quoi. En oubliant le E final que d'autres mains moins à droite ont ajouté en jaune clair. Donc clairement, j'ai laissé tout le monde dans le bordel. Et moi, je suis arrivé sur le truc de transbordement, c'est bien ça. Pendant que la moitié du vaisseau était en train de se... Ok, c'est le bordel. Une énorme grincement secoue la coque du vaisseau et d'autres cloisons de sécurité se mettent en branle. Certaines vite, d'autres plus lentement. Le silence s'abat sur la nef. Classique. Alors je suis tout seul en fait là. Tous les plans, tout ce qui avait été pensé, envisagé, supposé, prévu et organisé n'arrivera jamais. Il va vous falloir vous débrouiller avec le peu que vous aviez emporté de la navette. Le plus simple et le plus rapide est de suivre le couloir pour voir où il mène. Donc en fait, tout a pété derrière, et nous on est arrivé sur cette station. On trahit tout le monde et on survit seul. Grand classique. Grand classique. Mais en même temps, bon. Moi j'ai été formé, les autres je sais pas. Je sais pas. Ah bah ouais, bravo. Bah ouais, non mais c'est clair que... Là c'est pas fou. Hein. Allez, on va en 1.43. Alors, le couloir débouche dans une sorte de ruche. Des salles de cryogénie, des milliers d'alcôves hexagonales s'alignent, étage après étage, sur des dizaines de mètres de hauteur. Ok. Des manipulateurs, aujourd'hui figés dans leur dernière position, permettaient autrefois de déplacer leur contenu. Classique. Des traces d'occupation semblent attester d'une présence humaine. Mais rien d'évident à première vue. Encore une fois, le silence vous accueille. Il semble y avoir personne ici. Peut-être cette salle gigantesque abrite-t-elle des réponses, des indices, des corps, quelque chose qui dirait « Voilà comment ont disparu les exilés envoyés sur cette arche. » Donc là, on est sur l'arche. Si vous êtes l'unique survivant de l'expédition, rendez-vous en 1.47. Donc nous, on est l'unique survivant. Vous découvrez rapidement que les déplacements dans cet immense espace en apesanteur ne sont pas si faciles. Excusez-moi, j'ai plus de musique. C'est dommage. Ne sont pas si faciles. Très bien. Hop. Du coup, faites un test d'apesanteur. Bon, celui-là, a priori facile, on doit faire plus de 2 pour y arriver. Ça devrait aller, non? Ça devrait aller. Alors. Apesanteur. Ouais, on a 3. De toute façon, on y arrive forcément. Mais on va lancer. Quand même. C'est un 8.
Afin de déterminer si vous parvenez à réussir une action ou non, vous demandera à maintes reprises d'effectuer des tests de compétences pour se faire retourner sur votre fiche de personnage. Tac, tac, tac. Il est supérieur ou égal, donc on a réussi. En cas de réussite, allez en 1,04. Donc on a réussi, on arrive à se déplacer en apesanteur sans trop de problèmes. En explorant un peu plus les salles de cryogénie... 1,04. En explorant un peu plus les salles de cryogénie, vous tombez sur une zone qui a été habitée, mais certainement pas à une date récente. Un synthétiseur de nourriture affiche encore la dernière commande, passée il y a 3534 ans. Ah oui, un petit distributeur. Vous programmez discrètement quelques provisions, qui sortent du synthétiseur après quelques instants, qui fonctionnent encore. C'est peut-être là une manière de laisser à votre tour une trace, comme l'inimaginable individu qui vous a précédé plus de 3 millénaires auparavant. Ah oui, effectivement, 3534 ans. Ok. Et aussi parce que vous avez faim, classique. Tout en mangeant ce casse-croûte au goût bizarre, de toute manière, ce qui sort d'un synthétiseur de nourriture a toujours un goût bizarre, vous déambulez dans les allées innombrables. Allez en 1,44. J'ai plus ma petite musique. Vous entendez de la musique ou? Ah, il y a de la musique pour vous. Moi, j'en ai plus. Ça marche plus. Je l'ai plus dans mon casque. Très désagréable. C'est pas bien grave. Alors. 1,44. Il y a des milliers et des milliers de niches hexagonales, toutes vides. Ceux qui ont vécu là n'ont rien laissé derrière eux. Où qu'ils soient allés. Fouiller chaque rangée et chaque étage prendrait une éternité. Plutôt que d'être méthodique, vous décidez d'être intelligent et de deviner où se sont installés les exilés. Si vous êtes seul, allez en 1,39. En étudiant attentivement les lieux, vous découvrez des traces qui mènent à 2 alcôves sur lesquelles se distinguent encore quelques taches de peinture jaune. Afin de se repérer facilement, quelqu'un a jugé utile de marquer le lieu dans lequel il vivait. L'une des 2 alcôves est vide, mais la seconde semble contenir toutes les affaires de son propriétaire, encore emballées dans un sac à dos, soigneusement rangé et marqué de larges traces de brûlure. Malheureusement, quoi que vous touchiez, tout tombe en poussière. Si vous voulez en tirer quelque chose, il va falloir être très minutieux. Alors, un petit test de perception. Du coup, on doit faire mieux que 3. Alors, je suis pas sûr d'avoir beaucoup en perception. Et non, j'ai 0. Et en plus, du coup, on utilise l'intelligence, donc c'est un D8. Et on doit faire mieux que 3. Allez. Et c'est le 1. Commence bien. Colonel. Putain, on est mal barré là. On est mal barré. Hop, j'ouvre juste ça. Mal barré. Je vous le dis. Je vous le dis parce que bon, je remets juste la musique si ça vous dérange pas. Voilà. Super. Hop là. On y est. Donc on a loupé. C'est le 1. En cas d'échec, on va en 1,34. Même pas moyen de loot. Ouais, non, que dalle. Que dalle. Et pourtant, Dieu sait qu'on aime le loot. Hein. Dieu sait qu'on aime le loot. Malgré vos précautions, tout tombe en poussière à part une large plaque de métal figurant la scène. Ok, donc ça je vais le mettre dans mon inventaire. Un petit loot quand même, un petit peu de loot. Du coup je le mets dans mon inventaire. Plaque de métal figurant la scène. Cool, on a un petit loot. Je sais pas s'il n'y a pas un vendeur extraterrestre qui traîne, on pourra lui vendre. Donc le point d'interrogation c'est qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Ça sert à quelque chose mais on ne sait pas à quoi ça sert. Il vous répugne trop de laisser ce symbole de la foi en notre Seigneur ici. Vous l'empochez en récitant une petite prière aux morts. Les objets en gras sont susceptibles d'être ramassés. Si vous jouez en groupe, choisissez ensemble lequel d'entre vous l'ajoutera à son inventaire. Certains objets accordent des bonus à la compétence associée. Par exemple, vous obtenez un ordinateur de diagnostic, blablabla. Très bien. Notez la pièce d'équipement que vous venez de récupérer et allez en 1,11. Ok. Une nouvelle série d'alarmes retentit, comme un écho au tremblement de la coque. Il y a peu de chances que vous trouviez quoi que ce soit de plus ici et le temps presse. Vous êtes sur le point de quitter les lieux lorsqu'une lumière clignotante, perdue dans une lointaine alcôve, attire votre œil. Oserez-vous prendre le temps d'aller voir? C'est ça que je vous demande. Est-ce que je prends le temps ou est-ce que je poursuis? C'est la question.
1 pour prendre le temps, 2 pour poursuivre. Qu'est-ce que t'en penses, Tsutsutan? Tsutsutan. On prend le temps et on poursuit vers la passerelle. Le 1, allez. Je prends le temps d'aller voir. Le loot, quoi. Tout pour le loot. Allez, on va voir le loot. La lumière est celle d'une cellule cryogénique encore en fonctionnement. Elle indique que son occupant est mort. Ok, cool. Sur son capot, un court texte a été écrit à la peinture jaune. Il a tenté sa chance en passant par les machines et le réacteur l'a irradié à mort. Les sas sont en si piteux état que je n'ose prendre le temps et loot. Il a tenté sa chance en passant par les machines et le réacteur l'a irradié à mort. Les sas sont en si piteux état que je n'ose rendre son corps à l'espace. Je suis le dernier, alors je vais tenter ma chance à mon tour. À ceux qui viendront après moi, ne passez pas par le réacteur. Que Dieu me soutienne et me garde, le commandant. Les alarmes se font de plus en plus insistantes. Vous poursuivez votre chemin vers la passerelle de commandement, en 1.03. Donc, ne passez pas par le réacteur. Hein. Cool, prends ces vêtements, ça te fera la torche. Bah, du coup, je prends ces vêtements pour faire des torches. Hein. Et j'imagine que vous allez me faire passer par le réacteur, bien évidemment. Donc, soyez cool, s'il vous plaît, soyez cool. La passerelle de commandement est dans un état de conservation remarquable. Il ne reste rien des garnitures, des fauteuils, mais les machines marchent encore. Une alarme monte depuis plusieurs pupitres, tandis que le poste du capitaine affiche un message holographique rouge, tournoyant et pulsant. Passerelle de commandement est dans un état de conservation remarquable. Nickel. Il reste rien des garnitures, des fauteuils, mais les machines marchent encore. Il y a une alarme. Le poste du capitaine. Message holographique. Je suis seul, je fais 1.26. Vous vous installez devant la console de commandement. Ouais, je suis bien. Là, je suis bien. Moi, colonel Swan, là, poste de commandement. Le buste d'un homme au regard triste flotte devant vous. Il entame un discours enregistré. À ceux qui viendront après moi, je suis le 1203e commandant de la nef America. Conformément aux traditions, j'ai attendu que le dernier membre de mon équipage parte vers la porte. Dieu n'a pas voulu qu'il survive à la traversée de la salle des machines. J'espère qu'il sera plus clément envers moi. Si vous trouvez ce message, prenez le poste de commandement et sachez que vous pouvez partir par la porte. Il suffit d'aller dans les astéroïdes. Cependant, si vous avez de l'honneur, vous attendrez que le dernier des autres exilés ait choisi de partir ou ait été rappelé par Dieu avant de partir à votre tour. Le 1203e commandant vous salue et l'ordinateur de bord s'éteint. Ciao. Ciao, commandant. Si vous tentez de le rallumer, allez en 1.19. Sinon, vous prenez la sortie et vous dirigez vers la salle des machines. Est-ce qu'on tente de rallumer la machine qui nous parle? Je pense qu'il est mort, le commandant. Je pense qu'on va aller vers la salle des machines. On se casse, non? Les machines, hein, ouais, on se casse. Allez, on se casse. Vous arrivez devant la porte de la salle des machines. Des bruits inquiétants en émanent. Crépitements, grésillements, klaxons d'alarme. 2 chemins s'offrent à vous. L'un donne directement vers les sas de sortie de la poupe, mais passe par le réacteur nucléaire de la nef. Des sons stridents très puissants en viennent. L'autre mène aux turbines électriques. Le chemin semble plus long, et par la porte entrebâillée de la salle jaillissent des crépitements particulièrement intenses, accompagnés de flashs de lumière bleue et une odeur de brûlé. Alors, si vous décidez de passer par le réacteur nucléaire, allez en 1.40. Si vous tentez votre chance par la salle des turbines électriques, allez en 1.42. Alors moi j'ai un souvenir quand même que tout à l'heure on nous a dit passez pas par le réacteur. Je sais que Dars voudra me faire passer par le réacteur. Ça craint clairement des deux côtés. Bon allez, on va quand même tenter la salle des turbines, puisque l'autre il nous a dit passez pas par le réacteur. Allez, la salle des turbines. 1.42. La salle des machines est un pandémonium électrique. Des arcs intenses jaillissent à intervalles réguliers d'une machine à l'autre. Des câbles dénudés s'agitent et projettent des étincelles comme s'ils dansaient au rythme des crépitements qu'ils produisent. Des flammes bleutées surgissent du sol au contact des éclairs. Turbine et prend ton parapluie. Vous allez devoir traverser. Ok, donc là on doit traverser des arcs intenses électriques à intervalles réguliers. On va y arriver, il faut juste se rappeler du pattern comme dans les jeux vidéo. Choisissez votre approche. La décompression est imminente, traversez en courant jusqu'en 1.22. Observez et passez aussi vite que possible en tentant de danser en rythme avec les câbles. Je vois très bien la colonel Swan danser en rythme avec les câbles. C'est bien militaire ça.
Peu importe la décompression, vous prenez le temps de tracer un itinéraire sûr et puis vous l'empruntez prudemment. Euh, Qu'est-ce que ferait Colonel Swan? C'est ça la question. Colonel Swan, elle est rigoureuse, ambitieuse et cartésienne. Moi, je pense qu'elle prend le temps de tracer un itinéraire. Hein. Non? Ou j'observe et je passe aussi vite que possible en esquivant les câbles. Ouais, elle va étudier, elle. Hein. Prend le temps de tracer un itinéraire. Hein. Et je l'emprunte prudemment. Allez, je pense qu'elle fait ça en vrai. Je suis assez d'accord. Vraiment rigoureuse, ambitieuse et cartésienne, elle se dit c'est ok quoi. Ça va le faire. 1,32. Vous prenez le temps de visualiser le chemin le plus sûr et progresser en prenant garde à tous les dangers. Lentement, mais sûrement. Faire un test de perception facile. Ok. Cette icône indique qu'il s'agit d'un test dangereux. Oula, il y a une tête de mort. Les tests dangereux se déroulent exactement comme les autres tests, à la seule différence que si vous échouez, vous perdez autant de points de vie que la différence entre vos résultats et le seuil de réussite. Ah... Ah... Ça y est, ça commence. Ok, donc nous on a quoi? Perception. Perception, on a 0. Du coup, on va lancer un D8. Et il faut faire seuil de difficulté 3. Ok. Ok, bah let's go. Hein. Allez, on jette les dés. C'est le 7. Ça passe. On y arrive, tranquille. On a réussi. Si vous perdez des points de vie, indiquez-le sur votre feuille de personnage. S'il tombe à 0, vous avez succombé. On n'a pas perdu. En cas de réussite, allez, 1,37. Donc on arrive à étudier. On prend le temps de visualiser le chemin et on progresse en prenant garde à tous les dangers. On esquive les arcs sans problème. Militaire, on a bien étudié le truc. Réussite 1,37. Les sirènes d'alerte deviennent plus fortes, atteignant un niveau presque insoutenable. Votre progression est trop lente. La nef a entamé sa décompression. Oh là là. Je suis trop lent. Si vous refusez d'y prêter attention et poursuivez prudemment votre progression, elle est en 1,45. Si vous tentez de foncer, à vos risques et périls, elle est en 35. Là, je prends la pression un peu quand même, là. Hein. Je continue à m'en foutre ou... Ah, putain, je sais pas. Si vous tentez de foncer... Ouais, soit je dis, ok, c'est trop, là, faut que j'y aille. Soit je me dis, non, attends, c'est pas grave. Continue, t'y arrives, quoi. Continue, Sloan, t'y arrives. Go, go, go. Allez, go, 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 c'est on y va, quoi. Go, 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 c'est on charge, quoi. Allez, vas-y, go, go, go. Et à un moment donné, il y a le côté militaire qui prend le dessus. Je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Allez. 1,35. Vous traversez le peu d'espace qui vous reste en courant sur les murs. Ah oui, sur les murs. Hop là, hop, je désactive la gravité. Hop, je cours sur les murs. Je fais un test d'athlétisme moyen. Avec, pareil, le petit crâne. Donc si j'y arrive pas, je perds des PV. Et ce sera de ta faute. Ce sera entièrement de ta faute. Je ne prends pas ces responsabilités. Je tiens à vous le dire. Si je meurs, c'est de votre faute. Alors, on a dit test athlétisme. Donc j'essaie quand même de courir sur les murs. Ça va, j'ai 2. Et j'utilise en plus le corps. Donc ce sera 1 des 12 plus 2. Alors ça va. Et je dois faire 5. Oh, j'ai eu chaud. C'est le 6. Ça fait 6. J'ai eu chaud. En vrai, j'ai eu un peu chaud. Je vous l'accorde. J'ai eu un peu chaud. Ouais, safe. 1,10. J'ai eu un peu chaud quand même. Un de plus, c'est pas si ouf. Hein. Vous avez atteint le sas de la poupe, alors qu'il se referme derrière vous. Vous entendez le hurlement de l'atmosphère aspiré hors de la salle des machines. Il était temps. Devant vous, les scaphandres vous attendent. Vous vous habillez, puis fautez en 1,27. Ah, donc là, je sors. Je suis dans le sas de la poupe. Derrière moi, il y a toute l'arche, tout là où on était qui se referme. Là, on s'habille. Et on va sortir. Vous sortez de la nef de colonisation. Contemplez l'espace autour de vous. Le spectacle de la géante gazeuse et des 2 soleils majestueux dans votre dos. Donc là, on est tout seul au milieu de l'océan. Enfin, de l'océan, pardon. Lapsus de l'univers. Vous sortez de la nef de colonisation et contemplez l'espace autour de vous. Le spectacle de la géante gazeuse et des 2 soleils est majestueux. Dans votre dos, l'immense vaisseau plurimillénaire se dresse et semble se transformer en fleurs. D'immenses morceaux de coque se détachent, comme s'il était en train d'éclore. La vieille enveloppe a finalement cédé. Mieux vaut s'en éloigner. Pour plus de sûreté, vous vous dirigez vers le champ d'astéroïdes en 201.
Donc là, j'ai une combi. Il y a toute une nef de colonisation derrière nous qui est en train de complètement de se détacher, d'exploser. Et on est au milieu de l'espace et on se dit, let's go, un champ d'astéroïdes. On y va. Colonel Swan, elle y va. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal.